Salut à toutes et à tous, bonjour, de retour sur le plateau de Backseat après cette première partie qui était fortement chouette. On a le plaisir, comme chaque semaine, de recevoir une personnalité politique de premier plan qui vient répondre à nos questions dans cette émission. Et cette semaine, nous recevons Daniel Obono, député de Paris, La France Insoumise. Bonjour Daniel Obono, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Merci d'avoir accepté. Pardon? C'est comme si c'était le matin. Non, bonsoir. Non, mais tout le monde est claqué, on est tous, non, on peut le dire, c'est le soir, pas de problème. Daniel Obono, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Sur le plateau de Backseat, première fois que vous venez sur Twitch? Ouais. Ouais. Bah non, Ouais. bah non. Sur ma chaîne. Ah, c'est vrai, Oui, c'était. oui, on non, avait mais... Mais bon, c'est vrai qu'on s'en Ça commence fout. bien. Mais non, vous mais êtes c'était pas un plateau. Non, c'était pas un plateau, voilà, voilà. avec tout ce qu'il faut. C'était Donc, chacun chez soi. Voilà, c'est une première pour le coup. Voilà. Mais c'était très bien. Oui, j'imagine. J'ai adoré. Mémorable apparemment. Bon, bienvenue en tout cas. Je le rappelle, donc vous êtes député La France Insoumise de Paris. Non, mais déjà, en fait, comment ça se passe cette année? C'est la dernière session parlementaire, ça s'arrête en février. C'est quoi? Il y a une ambiance de fin de règne? Vous êtes comment là? Oui, disons que c'est un peu. Ils mettent à l'agenda un peu tous les petits trucs, derniers trucs qu'il faut boucler. Et Quand vous puis, dites que c'est le gouvernement, c'est... Voilà, et puis il y a quand même des textes importants. Là, il y a 24 heures, 48 heures, on a voté l'interdiction des thérapies de conversion, ce qui était, voilà, c'était attendu et c'était important. Donc voilà, il y a quelques textes comme ça symboliques. On va avoir le budget, la sécurité sociale, mais c'est vrai que ça s'arrête en février et donc c'est un peu la fin de mandat. Mais il y a toujours plein de choses à faire, compris en circonscription, dans les arrondissements. Ça, il y a du boulot, ça. Oui, voilà. oui. Pas de retour de la réforme des retraites? Bah, on ne sait pas, ils peuvent toujours voilà, selon comment on se lève le matin, Jupiter, il pourra décider d'y aller, mais a priori non. C'est un peu juste quand même. On a pu comprendre que c'était un peu juste. Je rappelle que la réforme des retraites, d'ailleurs, s'était cassé la gueule sur le début du Covid, d'une part, et aussi sur l'obstruction de votre groupe, La France Insoumise. Oui, et puis la mobilisation et des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Vous avez empêché les parlementaires de faire leur travail? Non, on a fait notre travail de parlementaire. On pourra en discuter de ça. On en discutera à la prochaine obstruction. Mais non, c'était un sujet intéressant, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler on a sur ma parlé chaîne. d'une grève de zèle. Voilà, c'était pas de l'obstruction, c'est une grève de zèle. Il y avait beaucoup de choses à dire sur ce texte. Tout de même, c'est pas rien, les retraites. Et donc voilà, on a pris le temps qu'il fallait. C'est une manière de voir les choses. Non, mais j'entends. Jean-Luc Mélenchon est le candidat de votre famille politique, le candidat qui s'est imposé de lui-même, on est d'accord, il n'y a pas de primaire à La France Insoumise. Non, mais en fait, personne voulait spécialement y aller, parce que franchement, c'est pas un cadeau, hein, en vérité. C'est Jean-Luc non, mais vraiment, faut tenir, faut y aller, vous avez quand même une responsabilité énorme, et lui, il était prêt à le faire, et donc tant mieux. Moi, je trouve que c'est un culte du chef quand même à La France Insoumise. Culte du chef tout de suite. Bah non, mais c'est Jean-Luc, vous savez pas à qui vous avez affaire, hein, et 17 t'es dur. Non, mais c'est vrai, parce que justement, les mêmes personnes qui parlent du culte du chef, en fait, invisibilisent complètement le fait qu'en fait, il y a 17 députés dans ce groupe, et je parle même pas des 23 au total avec le Parlement européen. Et nous sommes des militants, nous sommes des syndicalistes, des hommes, des femmes qui avons quand même un petit peu d'expérience, même pour les plus jeunes, et on s'en laisse pas compter. Et comme le dit souvent Jean-Luc, franchement, c'est pas la tête la plus dure. Hein. Ceux qui croient se débarrasser avec Jean-Luc Mélenchon des plus teigneux, en fait, il y a de la relève. Hein. C'était pas le moment de démarrer une guerre de succession, en fait, aussi, il y a un peu de ça. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, bon, finalement, c'était pas plus facile de le faire repartir parce que c'est lui qui peut faire le trait commun, le point commun, la synthèse peut-être entre, d'un côté, je sais pas, Clémentine Autain, Ruffin, des gens qui ont des sensibilités un petit peu différentes. Lui, il fait la synthèse ? Non, d'abord, c'est pas une question de succession. Enfin, on n'est pas dans un. Enfin, c'est peut-être ça quand que même. beaucoup considèrent la politique là comme un héritage et puis de père en fils, etc. Non. Il se trouve que c'est quand même un candidat qui a obtenu 19% lors de la précédente élection. C'est pas rien quand même, ça compte. Et il y a une raison pour laquelle lui a eu ce résultat. Il est très populaire. Il a su organiser et présider le groupe de La France Insoumise. Comme je vous dis, c'est 17 personnes. Et je vous assure, effectivement, c'est pas toujours simple parce qu'on a justement des personnalités, des sensibilités différentes. Et donc, il reste. Et il était prêt à y aller. Il aurait pu aussi dire, bon, ça y est, c'est bon, j'ai déjà donné. Il était prêt à y aller, alors tant mieux. Donc je crois que c'est pas une question
de guerre de succession, de pinaillage. C'est vraiment parce qu'il est aujourd'hui l'homme de la situation, pas simplement pour nous, mais je crois pour le pays aussi. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait est-ce que la candidature de Jean-Luc Mélenchon fait consensus à la France Insoumise? La réponse est oui, de toute évidence. Il a une autorité sur son camp. Et puis il y a plus de 230 000 signatures, etc. Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que la France Insoumise, vous avez des emmerdes, mais pas celle de la guerre des chefs, c'est vrai. Oui, de ce point de vue-là, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon fait consensus. Donc... je pense que c'est surtout aussi la cohérence de ce qu'on a à défendre. Au-delà de la personne, on a un programme, on a montré depuis 5 ans en tant que groupe qu'on savait à la fois être dans l'opposition et être force de proposition. Et donc voilà, tout ça fait que ce qu'il représente au-delà de lui-même, c'est aussi cette expérience-là et ces propositions-là. Gaspard. Il y a un sondage, Madame Obono, que j'aimerais en tout cas présenter ici, le sondage Harris Interactive qui a été réalisé par Challenge cette semaine et qui a placé pour la première fois Éric Zemmour deuxième devant Marine Le Pen. Comment expliquez-vous aujourd'hui que les Français soient de plus en plus attirés par l'extrême droite? Est-ce que vous pensez également, j'allais plus loin, que la gauche a une part de responsabilité? Voire même, est-ce que le débat Mélenchon-Zemmour... ça fait plein de sujets. On va en parler. Alors, concentrons-nous sur la fin de ma question. Est-ce que le fait de débattre, que Jean-Luc Mélenchon débatte face à Éric Zemmour sur BFM TV, est-ce que vous pensez que ça a pu légitimiser quelque part ce candidat? Absolument pas. Je pense que ce débat était bienvenu parce que pour la première fois depuis des mois et des mois, quelqu'un s'est opposé frontalement à toutes les idées, les unes après les autres. Il les a démontées complètement de ce multirécidiviste qui a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine. Et donc je crois que c'est ça qu'il s'agissait de montrer, en fait, devant des millions de personnes, que non, ce qui était dit non seulement allait à l'encontre de tous nos principes républicains, démocratiques, et puis que cet homme n'avait rien à proposer. Par contre, il y a une responsabilité, et je pense que aujourd'hui, on peut tous s'accorder à dire que c'est quand même une candidature qui est... montée de toutes pièces, notamment par le système médiatique. Le premier sondage où quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, a décidé de tester Éric Zemmour, ça date de début juillet 2021. C'est le journal Challenge, justement, qui a décidé, on ne sait pas pourquoi, de tester ce personnage. Et depuis, effectivement, il y a un emballement politico-médiatique qui est complètement je pense, complètement disproportionné sur la réalité, y compris dans le pays. Mais... Je ne crois pas que l'ensemble du pays est extrême droitisé. Par contre, je pense que le milieu politique et médiatique est extrêmement droitisé. Et je pense qu'il y a une différence importante entre ces deux. Ce qui se passe dans la société, qui est grave, il y a, l'extrême droite a une histoire dans ce pays, mais ce qui se passe dans le milieu politique et médiatique est particulièrement désastreux. Et je crois que la responsabilité, elle est là quand même. Daniel Obono, quand vous entendez Christiane Taubira sur France Inter dire que le problème avec Zemmour, c'est que personne ne le marginalise, est-ce que vous entendez ce discours-là? Oui, mais c'est trop tard, ça. Enfin, nous, on a aussi pris... on a quand même pris acte. C'est pas nous qui avons légitimé Éric Zemmour. D'abord, effectivement, ces idées ont été légitimées, notamment par le gouvernement actuel. Je suis désolée. Moi, j'ai commencé le mandat en me battant pour mon groupe contre la loi Asile-Immigration de Macron et de Gérard Collomb, qui était à ce moment-là ministre de l'Intérieur, et où on entendait les propos qui étaient jusqu'à présent cantonnés à l'extrême droite sur l'invasion de l'immigration, etc. Et à l'époque même, Marine Le Pen et l'extrême droite italienne avait dit on est super content parce que la Macronie aujourd'hui met en place une partie de notre programme. Alors on pourrait même remonter avant sur le fait que ces idées-là et ces politiques ont été légitimées, ont été normalisées depuis bien avant. Et c'est vrai qu'il y a une accélération assez forte ces dernières années. Et juste rappeler aussi que ça fait aussi partie de la stratégie d'Emmanuel Macron. Il l'avait dit il y a 2 ans en disant en gros il faut que j'ai Marine Le Pen en face de moi au deuxième tour pour pouvoir espérer gagner. Et donc, on va mettre sur le devant de la scène tous les débats et les questions que pose l'extrême droite. On en reparlera, parce que si Macron a ces stratégies-là, c'est aussi parce qu'il n'a pas peur de la gauche. Mais c'est parce que... Oui, voilà. alors mais après, donc ça, on en parlera. Il y a Léa qui a une question d'abord. Ouais, j'aimerais bien qu'on profite peut-être de la demi-heure qui nous reste pour pas parler de Zemmour, pour pas parler d'immigration, pour pas parler de Marine Le Pen et pour pas parler de Jean-Luc Mélenchon. Parce que moi, ce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de parler de vous, effectivement. Non, et vous, et puis toute l'équipe de la France Insoumise, les militantes, les militants, les députés, bref, tous
tout cet appareil qui est quand même un appareil qui s'est construit assez comment dire, de manière organique. C'est assez intéressant parce que vous parlez beaucoup de renouveau politique, vous veniez avec cette promesse. Bon, finalement, c'est vrai que moi, je trouve pas ça super séduisant que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui l'incarne, mais peu importe. Et c'est pour ça que je voulais vous interroger là-dessus. Comment est-ce que vous entendez, vous, en tant que député aujourd'hui, et puis demain en campagne, et surtout en tant que vous, Daniel Obono, avec toute l'identité qui est la vôtre, et aussi les autres personnes j'allais dire avec République En Marche, pardon, de la France Insoumise, comment vous allez faire campagne? Comment vous entendez avoir de la visibilité dans cette campagne? Parce que vous allez faire campagne dans tous les cas. Mais comment vous faites campagne quand on a effectivement finalement les médias et les projecteurs qui sont rivés vers Zemmour, Le Pen, mais aussi votre propre chef? Comment est-ce que vous arrivez à vivre politiquement, médiatiquement dans des moments pareils? Déjà, on a quand même une expérience de la campagne précédente où, même si le contraire n'a pas arrêté d'être dit, Jean-Luc Mélenchon n'était pas seul. Et on ne sort pas de l'œuvre, quoi. Une bonne partie de celles et ceux qui sont aujourd'hui ou des élus ou des militants étaient déjà là en 2017. Donc, et le deuxième point, c'est quand même dire, alors l'espace médiatique, il est important et nous, on mène une bataille là-dessus, mais une campagne, quand même, c'est aller vers les gens, c'est être sur le terrain, c'est convaincre la majorité de la population. Et c'est ce qu'on fait depuis 4 ans, même bien avant, parce qu'on est avant tout, nous, des militants et militantes, et c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire, voilà, aller rencontrer les gens, aller au porte-à-porte, c'est déjà ce qui est fait par énormément de nos militants et militantes, et c'est ça d'abord l'essence de la politique, il faut mener la bataille, et nous, on va continuer à mener une bataille pied à pied sur le terrain médiatique, mais il faut surtout aller faire campagne pour convaincre les gens sur le terrain de la nécessité de changer tout ça et d'aller voter au-delà 2022. Parce qu'il y a un enjeu quand même sur le risque d'une abstention, et nous, ça nous pèse en particulier parce qu'on recule par rapport à ça, mais je pense que c'est aussi un enjeu démocratique. Quand on se retrouve dans un pays où près de la moitié des gens ne vont pas voter, on n'est plus en démocratie, on est dans un régime des jeunes censitaire. Donc ça, c'est un enjeu. Et nous, la campagne, on va la faire sur le terrain. Et on a déjà commencé à la faire sur le terrain. Il y a Jules qui a une question pour vous. J'ai une question qui va commencer par une petite observation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, contrer les idées d'extrême droite et les idées racistes, avec la boîte à outils de l'antiracisme moral et colorblind, ça ne fonctionne pas. Je précise ça parce que j'ai parlé la dernière fois on voit Éric Zemmour, par exemple, face à Léa Salamé et Laurent Ruquier. Ils n'arrivent pas à le contrer, ils ne comprennent pas exactement sur quel pied il faut le prendre. Eux-mêmes, ils ont des arguments moraux bien plus que des arguments politiques. Est-ce que vous pensez que le seul antidote à ça, c'est l'antiracisme politique ? Le problème, c'est qu'il y a d'énormes barrières qui se dressent dans la société française contre cet antiracisme-là. Ça profite. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Et est-ce que, du coup, la créolisation, c'est une réponse d'une nouvelle manière de prendre le problème qui, lui aussi, acte le fait que, oui, l'antiracisme moral, blanc, etc., n'a pas marché? Ce qui est sûr, c'est que si on en arrive au point où et Marine Le Pen et Éric Zemmour sont à ces niveaux-là dans les sondages, c'est qu'il y a eu une défaite de la gauche, mais même plus que la gauche, en fait, le camp des démocrates et des progressistes, parce que quand même, le barrage républicain, à l'époque, tout le monde était sur le barrage, quoi, censément. Oui, à l'époque, donc, ça tenait. Voilà, ça avait existé, ça avait un sens en 2002, etc. Donc, on voit quand même qu'il faut aussi faire le bilan de ça. Pourquoi est-ce que, ce que je disais tout à l'heure, le fait de faire des politiques, le fait que ceux qui étaient censés être de gauche ont fait des politiques de droite et ont dégoûté plein de gens, quand ils n'ont pas accepté aussi les idées réactionnaires, hein, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui se disent de gauche, qui défendent la même chose que des Zemmour et des Le Pen. Donc oui, enfin, il y a un constat. Alors moi, je ne vais pas parler pour le mouvement antiraciste dans son ensemble, mais j'ai été militante de mouvement antiraciste, et c'est vrai que vis-à-vis de manière générale, des idées d'extrême droite et en particulier du RN, pendant des années, on se posait la question de comment est-ce qu'on se bat contre l'extrême droite. Est-ce qu'on continue à aller en manif? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les manifs anti-extrême droite, il y en a eu très peu, il y en a de moins en moins. Il y a eu par contre une mobilisation, et c'est quand même importante, et ça c'est peut-être aussi le retour d'une remobilisation, le 12 juin, avec un certain nombre d'associations. Ça n'a pas été simple de la monter, justement parce qu'on revient de loin, quoi. Donc on est en train de reconstituer, je pense, en ce moment aussi des barrages et un front antiraciste, anti-extrême droite. Et dans les idées aussi, je crois que
quand on parle de le langage, voilà, le quand logiciel. on parle de créolisation, et c'est pas pour rien que... Ça veut dire quoi créolisation? Il y en a qui demandent dans le chat. Ça veut dire quoi créolisation? Créolisation, c'est la référence à la pensée d'un philosophe et d'un poète antillais qui s'appelle Édouard Glissant, et que Jean-Luc Mélenchon a emprunté en fait pour opposer à la vision raciste et xénophobe que développe aujourd'hui l'extrême droite, une autre vision de la France. En fait, c'est un fait, c'est la réalité de nos sociétés aujourd'hui, pas juste en France d'ailleurs, dans de nombreux pays au monde, où on constate qu'il y a dans la population, dans la culture, dans les coutumes, une acculturation. En fait, le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, un des plats préférés des Français, c'est le couscous, ça a l'air anecdotique comme ça, mais quand vous pensez, par exemple, à la musique, la diversité des influences d'une musique française et bien française, mais avec des consonances qui viennent d'Asie, d'Afrique, etc. Ça, c'est une expression de la créolisation. Mais en gros, c'est de dire, voilà, on est des sociétés multiculturelles, diverses, et ça, c'est une richesse. Et l'assumer, et c'est revendiquer cette richesse-là. C'est pas un projet politique, parce que c'est un fait sociologique, c'est un fait culturel, scientifique, mais c'est de dire, nous, on est fiers de qui on est, d'où on vient, et il n'y a pas de problème, en fait. Il est où le problème? Le problème, c'est ceux qui veulent empêcher que les gens vivent tranquillement, parce que la majorité des gens, en fait, dans ce pays, vit tranquillement et veut vivre tranquillement, en vérité. Et je pense que c'est pour ça que je dis, la société, elle n'est pas extrême droitisée. Encore. Encore. Ça peut arriver, ça peut basculer très vite. Voilà, c'est aussi réaffirmer ça et mettre dans le débat. Je pense que, franchement, le débat politique, il serait quand même d'un autre niveau si on parlait d'Édouard Glissant, si on parlait de créolisation plutôt que de grands remplacements ou je ne sais quoi d'autre de ces théories non seulement fumeuses mais extrêmement dangereuses, quoi. Parce que ça se traduit aussi en actes, en violence. Daniel Obono, Jean-Luc Mélenchon en 2017 faisait 19% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, écrasant le PS et leurs alliés écolos qui étaient à 6%. Aujourd'hui, si on regarde les sondages, Jean-Luc Mélenchon est à plus de 10%, il a une tête, devant les deux autres partis qui, eux, sont quand même en train de remonter. Est-ce que la France Insoumise a perdu son leadership à gauche en 5 ans? Je ne sais pas si on a perdu notre leadership. Il se trouve qu'on est quand même... la candidature soutenue par la France Insoumise est celle qui est en tête. Alors, c'est pas énorme, hein. Franchement, on est là... on est loin des 19%. On est loin des 19%, mais les 19%, c'est en fin de campagne quand même, hein. Je pense que nous, on est à un niveau où on n'était pas il y a 5 ans. Franchement, j'ai fait 2012-2017 et maintenant 2022. Je crois qu'on n'est pas au même niveau. Mais c'est vrai qu'il y a une faiblesse. Mais ça, c'est la faiblesse qu'on constate, y compris dans les sondages, quand vous additionnez les scores de tout ce camp politique. Ça, c'est un fait. Vous craignez une alliance de Jadot et d'Hidalgo? Non, moi, je ne crois pas que ce soit une question de crainte. S'il devait y avoir une alliance, on se demande bien pourquoi elle n'a pas eu lieu, parce que, vous voyez, on nous a fait pendant des mois et des mois le reproche de ne pas être pour l'unité, etc., contre les autres. Et les mêmes autres n'ont pas été capables de s'unir. Ouais, mais au second tour, dans les régions, vous l'avez fait quand même. Mais nous, on l'a proposé, on l'a toujours proposé. Et même dans le débat présidentiel, on a dit, nous, ce qu'on apporte d'abord, on pense qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur le fond, sur le programme. Parce que justement, on n'est pas pour l'addition des étiquettes. Et en fait, derrière, on va lâcher des bouts de ce qu'on croit parce que, en fait, tel et tel n'est pas d'accord. Mettons-nous. Donc, OK pour l'union, mais on lâche rien. Mais on parle d'une union populaire, parce que la stratégie de l'union populaire, c'est une dynamique où on veut rassembler le plus largement. Et donc, depuis le début, nous, on pose cette question. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une situation paradoxale où Jean-Luc Mélenchon est de manière constante avec un socle à 2 chiffres, voire certaines estimations nous mettent à quelques points du deuxième tour. Effectivement, il faudrait poser la question aux autres maintenant, de dire quel est le sens de continuer, et est-ce que c'est pas un problème d'ego, parce qu'on nous a fait le coup supplémentaire. On vous a fait le coup, voilà. Mais pour moi, c'est pas le seul enjeu. Est-ce que c'est juste des calculs pour les législatives? C'est quand même en deçà aujourd'hui de l'urgence de la situation. Gaspard. Madame Obono, il y a Sandrine Rousseau également qui s'est invitée dans cette course à la présidentielle, qui a surpris chez les Verts, qui a fait 49% au second tour. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que finalement, est-ce que vous, personnellement, vous trouveriez ça souhaitable que Sandrine Rousseau puisse possiblement se rapprocher des Insoumis, de Jean-Luc Mélenchon, sachant que vous, à la limite, sa fidélité envers le Parti des Verts vous importe relativement peu et vous êtes dans une dynamique où vous cherchez peut-être à renforcer vos voix. Vous trouveriez ça souhaitable que Sandrine Rousseau éventuellement s'allie à Jean-Luc Mélenchon?
Nous, on se trouverait souhaitable que le plus grand nombre de personnes avec qui on partage, justement, comme avec Sandrine Rousseau, une bonne partie de nos programmes. Et on l'avait reçu à nos universités d'été. Et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, n'avait pas une attitude sectaire vis-à-vis de nous, qui a été très ouverte. Et c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses. Après, je pense que c'est pas à nous de lui dire. Elle s'est engagée dans la dynamique de la primaire. Et je pense que c'est quelqu'un... de juste et d'honnête et qu'elle ira au bout de son engagement. Mais je crois qu'à un moment donné, tout le monde devra se poser la question de quel est le sens de continuer à vouloir absolument marquer son petit périmètre quand il y a un enjeu comme celle de la présidentielle de 2022 avec le risque non seulement Macron mais aussi le risque de l'extrême droite. Je pense que la question devra se poser à pas juste Sandrine Rousseau comme personne. Donc nous on continue à dire voilà, aujourd'hui il faut donner le vote utile aujourd'hui, c'est le vote Jean-Luc Mélenchon, il faut donner de la force à la force et donc c'est pas juste Sandrine Rousseau comme personne parce qu'on veut pas la mettre non plus dans une situation où elle devrait se dédire. Mais je crois que l'enjeu de la campagne pour nous, c'est de créer une dynamique qui fédère, quoi. Et à un moment donné, on va dire arrêtez, on n'est pas là pour chercher 2027 ou la poste aux législatives, on est là pour gagner. Nous, on est là pour gagner. Et donc pour gagner, allons-y ensemble. Et plus largement. Oui, mais si la condition pour gagner, c'est de renoncer à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, sans forcément rejoindre Hidalgo ou Jadot. Admettons un scénario catastrophe. Mettons que les sondages continuent à montrer la possibilité qu'Éric Zemmour devienne président de la République. Est-ce qu'il y a un moment où un séisme tel pourrait provoquer toute la gauche, de la France Insoumise jusqu'au PS un choc, quoi. Un choc, un truc d'une violence inouïe. Là, on n'est plus dans la gauche ou la droite, on est dans la défense de la République. Est-ce qu'il y a un moment où vous pensez que c'est possible ? C'est un truc. Mais dans ce cas, ce serait Jean-Luc Mélenchon qui devra... Non, mais c'est vrai. À un moment donné, c'est quand même le comble de dire à celui qui est en tête que, en fait, oui, pour le moment, il est en tête pour le moment. D'accord. Mais donc, pour le moment, celui qui, de manière constante, apparaît et qui l'a montré d'ailleurs, tient tête face à l'extrême droite, c'est Jean-Luc Mélenchon. Après, je pense que un des problèmes de la discussion, c'est pour ça que je dis, il y a les sondages et nous. Quand ils sont bons, c'est comme l'horoscope. Et on met une bataille, y compris sur la manière dont les sondages sont faits, parce qu'il y a vraiment un enjeu là-dessus. Vous le faites quand même. Jean-Luc Mélenchon, il partage volontiers les sondages. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est comme tout le monde. Mais il y a quand même une discussion sur comment on calcule tout ça, quoi. Quand on fait une abstention à 50% ou 60%. Non, mais je suis content de vous l'entendre dire. C'est que. Mais je pense que. Moi, je crois qu'il y a une vraie stratégie politique, justement, qui vise à monter en sauce la candidature d'Éric Zemmour, parce qu'en plus, ça extrême-droitise tout le débat, et ça occupe l'espace, et ça asphyxie l'espace, pour qu'à un moment donné, justement, on ait des réactions de type panique, du genre, en gros, il faut voter Macron au deuxième tour, dès le premier tour, parce qu'en fait, justement, on veut empêcher Zemmour. Et je pense que ça, c'est une manière de nier tout le débat... tout le débat démocratique à un moment donné, sous la menace, en plus, un truc qui est fabriqué de toutes pièces. Moi, je crois que c'est vraiment, il y a vraiment un problème. Si on arrivait dans une situation où, sous la base de sondages qui sont commandités par tel journaux, par tel groupe d'intérêt, on n'est plus de débat démocratique. On n'est plus, en fait, de débat électoral, et ce soit le vote de la peur. Et moi, je me bats de toutes mes forces contre ce truc-là, quoi. Parce que ça voudrait dire que c'est même plus le vote utile au premier tour, c'est carrément, en fait, vous n'avez pas le choix, en fait. On n'est plus en démocratie, en fait. Ça ne sert à rien de faire une élection présidentielle, alors. Épargnons-nous des mois et des mois d'angoisse, de montée de tension, et puis votons tout de suite, et bien sûr, votez Macron, quoi. Enfin, ne votez pas Macron, votez Mélenchon. C'est vraiment... Il y a Léa qui voulait dire un truc. On a bien compris que vous étiez parti pour gagner. Bah oui. Si vous gagnez demain, vraie question, hein. Si vous gagnez demain, vous, je dis vous, mais ça englobe le groupe de la France Insoumise, notamment à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, vous avez toujours été dans l'opposition. La majeure partie des personnalités qui composent votre appareil politique sont des personnes comme vous, des personnes militantes qui ont pu aller jusqu'à la désobéissance civile. Comment demain, vous gouvernez ? Et vous vous imaginez gouverner alors que, de base, vous êtes dans l'opposition. Moi, je trouve ça assez intéressant. Je ne dis pas que vous n'êtes pas capable de le faire, mais vous vous posez la question.
Ah bah oui, et on se prépare. Surtout, on n'arrive pas comme ça. D'abord parce que ça fait 4 ans qu'en fait, on a appris comment ça fonctionnait, comment ne serait-ce que l'Assemblée fonctionnait, comment le fait de faire des lois fonctionnait. Là, on est en train, avec mon collègue Hugo Bernalicis, de préparer des lois cadres. Il y a un plan général de gouvernement qui est aussi mis en œuvre. Donc déjà, on a cette expérience. D'abord, il n'y a pas que les 17, il y en a 6 autres au Parlement européen qui turbinent aussi assez bien. Et puis plus largement, en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens, y compris dans l'appareil d'État, y compris dans la haute fonction publique, qui sont proches de la France Insoumise. Même sans être proche de la France Insoumise, on ne va pas arriver dans un pays où il n'y a plus de fonctionnaires ou de hauts fonctionnaires. On a aussi des contacts, avec dans tel ou tel secteur, de gens qui ont un sens de l'État et qui ont un sens de leur devoir et sur qui on s'appuiera. Donc, d'ailleurs, Jean-Luc est en tournée en ce moment avec un hashtag Génération Mélenchon. Jean-Luc fait le tour un petit peu des facs, des... Ben oui. C'est aussi ça un petit peu l'idée, c'est de faire accéder une nouvelle génération aussi au pouvoir, et puis de se reposer évidemment sur la jeunesse pour remporter le scrutin, mais aussi de dire, allez, il y a aussi... il nous faut une jeunesse qualifiée. Mais nous, ce que l'on dit, au cœur de ce que l'on dit, c'est que nous faisons face aujourd'hui à un défi civilisationnel majeur, celui de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. Pour ça, il faut qu'on soit tous ensemble. Voilà pourquoi toutes les théories qui visent à mettre les uns et les autres pointés du doigt, stigmatisés, sont dévastatrices. Non seulement pour les personnes qui sont ciblées, mais pour toute la société. Donc, on serre les coudes tous ensemble. Et ça répond en partie à ce que vous disiez. On croit en l'intelligence collective. On croit en la mobilisation des salariés, des employés, parce que d'abord, ce sont elles et eux qui savent, en fait, comment fonctionne le mieux la société. Et on l'a vu pendant le confinement, ce sont les travailleurs des supermarchés, ce sont les soignants, etc., qui ont fait avec quasiment rien, parce que justement, ils n'avaient pas été aidés ces dernières années par le gouvernement, et qui ont montré que en fait, c'était possible et c'était sur eux que tout reposait. Donc, une bonne partie de notre stratégie, c'est de s'appuyer sur le savoir des gens, le savoir des salariés, des travailleurs, et puis de la jeunesse, parce qu'on va avoir, il y a du boulot en fait. Justement, le il y a projet énormément de choses à faire. Il y a besoin aussi bien d'ingénieurs que de philosophes ou de poètes, parce qu'il faut aussi changer l'état d'esprit. Si on veut une société plus sobre, il faut changer les imaginaires. Donc, c'est une tâche immense. Mais un des scénarios que m'avait présenté Mathilde Panot lors d'un échange, c'était justement, vous arrivez au pouvoir, 6e République, goodbye Jean-Luc. Il y a un timing, parce que la 6e République, l'idée c'est qu'il y ait une assemblée constituante. C'est qu'on désigne, en fait, il y ait une élection de délégués constituants qui ne devront pas déjà avoir occupé une fonction élective, ce qui est intéressant parce que c'est aussi renouvelé, et puis qui se met au boulot pour refonder la base qui fait lien et une base politique, sociale, écologique. Et en même temps, on a un gouvernement, on a un mandat, et puis il y a du boulot, quoi. Franchement, sur tous les sujets, l'urgence sociale, parce que aujourd'hui, après avoir bien laissé augmenter le prix du gaz, d'énergie, de l'électricité, ils font semblant de mettre un blocage des prix. Nous, on proposait le blocage non seulement des prix de l'énergie, mais de l'alimentaire. Oui, c'est trop tard de toute façon. Il y a des millions de personnes ont basculé dans la pauvreté. Donc, il y a une urgence sociale, une série de mesures à mettre en place. Et ça peut être fait tout de suite. Et puis, enclencher les changements de fond qui doivent amener à une bifurcation écologique. Donc, il y a un boulot de refondation et puis il y a un boulot d'urgence. Et pour ça, il y a besoin de tout le monde. Gaspard. Est-ce que, quand on voit Jean-Luc Mélenchon qui va à l'ESCP, qui va à Sciences Po, plutôt des écoles de commerce ou alors des écoles où on retrouve quand même une catégorie de jeunes CSP+, qui en plus de ça, on le sait aujourd'hui, se retrouve pas mal dans les idées d'Éric Zemmour, la génération Z aussi. Il y a une petite partie de jeunes en école de commerce. Sciences Po, c'est aussi devenu aujourd'hui une école de commerce en vérité. Il y a il y a une bonne partie de la fac qui s'est transformée comme ça. Est-ce que c'est pour justement peut-être aller séduire des jeunes qui sont séduits par des discours radicaux ou des discours qui en ont marre des politiques actuelles et qui cherchent justement une forme de radicalité dans la politique moderne, vous pensez? D'abord, nous, on ne fait pas d'opération de séduction. On veut opération de séduction non, mais vraiment, y compris...
même en assumant des positions qui peuvent apparaître justement à rebrousse-poil, etc. Donc c'est une question de conviction. Le deuxième truc, c'est que moi je ne crois pas qu'il y ait... Alors oui, il y a des réactionnaires, des gens d'extrême droite dans la jeunesse, mais je pense que surtout la jeunesse, elle est... en bonne partie dans la précarité, et puis surtout, elle n'a pas d'horizon aujourd'hui de autre chose que s'endetter à vie ou être au chômage, ou pour les quelques-uns, voilà, avoir un boulot de trader de je sais pas quoi, et voilà, passer sa vie à des trucs qui n'ont aucun sens. Et donc, c'est aussi redonner un sens, un espoir, un horizon à la jeunesse. Et c'est un travail de conviction, et c'est une bataille pas juste dans les écoles de commerce, mais partout où on est, dans toutes les facs, y compris les enseignements supérieurs techniques, type BTS, etc. C'est partout là où on veut mener cette bataille. Mais moi, je ne crois pas que la jeunesse soit gagnée aux idées de Zemmour, parce que d'abord, c'est un niveau, franchement, c'est d'une médiocrité quand même intellectuelle. Quand on gratte un peu, une fois passé les citations à 2 balles de tel ou tel grand auteur, il n'y a rien, quoi. Et c'est uniquement sur un lien qui est la haine de l'autre, quoi. Et donc oui, ça exalte, ça a toujours exalté. Il y a toujours eu des courants d'extrême droite qui se sentent en confiance, ça c'est sûr, y compris qui agressent des syndicalistes, et ils sont ultra décomplexés. Mais moi je ne crois pas que la jeunesse elle soit dans sa majorité gagnée par ça, heureusement. La jeunesse bourgeoise. À propos de cette exaltation dont vous parlez, vous en avez été victime vous-même, Daniel Obono. Je fais référence à l'affaire du journal Valeurs Actuelles qui vous a caricaturé en esclave. Le journal a été condamné. Comment s'est passé le procès ? Alors déjà, c'est une bonne nouvelle, cette condamnation. Au-delà de ma personne, même si c'est aussi ma personne vous étiez la victime, qui était effectivement victime, je crois que c'est aussi un signal pour rappeler que, en fait, non, le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et ce qui a été fait, ils ont été condamnés pour racisme en vertu de l'origine. Donc ça, il faut le rappeler, parce que, y compris aujourd'hui, on instrumentalise la liberté d'expression pour avoir des propos, des comportements racistes, etc. Et c'est rendre un très mauvais service à la démocratie de considérer que on peut tout dire et ça n'a pas d'effet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et d'autant plus que effectivement pendant ce procès, on a eu un discours extrêmement offensif et arrogant, extrêmement militant de ces journalistes d'extrême droite qui ont assumé leurs propos, qui y compris nous expliquaient que c'était en fait, je devrais leur être reconnaissante parce que c'était un hommage qui m'était fait. Ah oui, ils sont allés jusque-là, carrément. Ah oui, bien sûr. Et que il n'y avait pas de raison, parce qu'en plus, dans leur délire, j'étais sauvée par la religion, par la foi, et en fait, il y avait une forme de rédemption. Donc je pense que... Vous n'avez rien compris. Oui, mais exactement. Le dessin, ouais. Exactement, c'était littéralement ça qu'ils ont expliqué. Et donc moi, c'est la première fois que je me retrouvais de ce côté-là du tribunal, parce que j'avais eu l'occasion de participer en tant que députée de la commission des lois, et c'est assez impressionnant, c'est assez violent aussi. Pour autant, est-ce que les condamnations pour incitation à la haine raciale ont un effet... est-ce que ça les empêchera de continuer ? Je fais référence à Éric Zemmour qui, bien que condamné pour incitation à la haine raciale, continue à venir sur le plateau télé. Non, mais ça, c'est la responsabilité des gens qui l'invitent. Hein. Oui, je veux dire, à un moment donné, quand on décide de blacklister des gens, ils sont blacklistés. Donc la question, c'est pourquoi il y a aujourd'hui tant de médias qui l'invitent, d'une part. Parce qu'ils ont pas peur de la justice. Non, je pense que c'est un choix politique. C'est effectivement, pour eux, la justice... En fait, ça dépend quelle justice. Et puis surtout, c'est un choix politique, une stratégie. Après, moi, je n'étais pas convaincue. En plus, je ne viens pas d'une tradition politique où on utilise l'arme judiciaire ou le terrain, le champ de la justice. Parce qu'on a toujours tendance à penser que la judiciarisation du débat politique est problématique. Et puis nous, on est des insoumis. On croit au dissensus, on croit à la polémique politique saine. Donc voilà, il y a quand même, moi j'étais quand même un peu, j'ai pas mal réfléchi, et en fait moi je me suis rendu compte, ce qui m'a convaincu, c'est le fait de dire en fait la justice, d'abord c'est notre acquis aussi, en fait le droit, il a été construit aussi par les luttes, il a été construit aussi par des batailles de syndicalistes, de salariés, etc. C'est ça qui a fait les jurisprudences, les mouvements pour les droits, pour l'émancipation ont créé ce droit, donc c'est le nôtre.
Voilà. Et c'est aussi un champ de la bataille républicaine et démocratique et qu'il faut l'utiliser quand on en a les moyens, surtout parce que malheureusement, il y a tellement de gens en fait qui n'ont pas les moyens, qui ne savent même pas qu'ils peuvent utiliser cet outil-là. Et donc, quand on est en position de le faire, on le fait aussi pour tous les autres, quoi. Moi, je vais faire part de mes états d'âme. 5 ans de plus de Macron, mais le pays est à feu et à sang. C'est-à-dire qu'il ne restera plus grand-chose, ni des droits sociaux, On voit bien que pendant les années Macron, l'extrême droite a continué de monter, que des colères ont été nourries, un mépris affiché en haut a fait naître... Et puis une dépolitisation aussi de plein de problèmes. Enfin bref, on est vraiment dans une période... où les enjeux sont capitaux. 5 ans de plus de Macron, c'est se donner l'extrême droite juste après, quoi. Ou alors ça va être l'extrême droite tout de suite maintenant. Vous vous rendez compte comment vous dire? Oui, parce que c'est pas Daniel Obono qu'il faut le dire, ça. Non, je sais. Non, mais vraiment, je crois que c'est une question d'extrême droite, franchement. Je crois que c'est une question que je vous ai déjà posée, c'est-à-dire, est-ce que cette conscience qu'on est à une heure vraiment très très grave, mais vraiment très très grave, c'est-à-dire que voilà, 5 ans de plus, est-ce que le pays peut le supporter? Est-ce que cette conscience, elle est partagée à gauche? Est-ce que vous êtes prêts à tout envoyer valser si vraiment il faut? Oui, je me valse. Non, je range pas à gauche. C'est pas la bonne danse. Non, mais alors, moi, je pense que... Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la jeunesse et la radicalité. Je crois qu'il y a aujourd'hui un niveau d'exigence. Je pense notamment au mouvement... des jeunes pour le climat qui ont un niveau d'exigence et qui s'en laissent plus compter, quoi. Tout le blabla sur les grands sommets, etc., qui disent en fait non, quoi. On veut un vrai changement. Donc ça met aussi la barre assez haut. Je pense pendant ces 5 ans, c'est 5 ans de violence politique et sociale, de casse sociale, mais c'est aussi 5 ans de mobilisation. Enfin, les 2 derniers grands mouvements dans ce pays, c'était les Gilets jaunes et la réforme des retraites. C'était des mouvements de masse, y compris les Gilets jaunes, avec des choses qu'on n'avait jamais vues. Parfois, du mal à trouver des débouchés politiques aussi. Voilà. Parce que... Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il faut voir les deux parties, en fait. Bien sûr. Il y a de la part des classes dirigeantes du gouvernement, de la droite et de tous son nuancier là jusqu'à l'extrême droite, effectivement, une radicalisation de leur part. Et la Macronie, c'est vraiment ils ont passé toutes les étapes là, et moi je pense qu'ils sont bien dans le terrain là, droite extrême, voire plus. Et quand on dit la prochaine fois, si il y a 5 ans de Macron, après ce sera l'extrême droite, moi je pense que 5 ans de Macron, ça va être 5 ans de droite extrême, d'extrême droite, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui. Après avoir normalisé Marine Le Pen, il paraît qu'elle était trop molle. Ils ont sorti le Zemmour du chapeau. C'est pas dit qu'on n'ait pas des Pour vous, c'est la République en marche qui a inventé Zemmour. Mais non, je dis pas que c'est eux qui ont inventé Zemmour. Je pense qu'il y a une stratégie. Quand Macron dit, voilà, il faut mettre les thématiques de l'extrême droite dans le débat public et politique, on voit quand même que c'est une chose Bolloré et CNews qui jouent à domicile, mais voilà, de BFM à tout le reste, voilà, je pense que ils le font pas sans sentir un peu du sommet et du château qu'il y a un OK pour ça, quoi. Mais juste, voilà, vraiment, je crois qu'il y a de leur part une radicalisation et que de l'autre côté, il y a un niveau d'exigence aujourd'hui dans le peuple, dans la jeunesse, qui est sain, qui est juste. Et donc, voilà, l'enjeu, c'est que cette colère-là, elle se traduise aussi dans les urnes, quoi. Après, ça, c'est notre boulot de convaincre les gens d'y aller, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'exigence, notamment de la jeunesse. On dit que la jeunesse se dépolitise, etc. Je ne pense pas du tout. Moi, je pense que le problème, c'est un peu l'offre politique qui manque de renouvellement. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour renouveler l'offre politique, notamment la France Insoumise, sincèrement? Parce que, je suis désolée, encore une fois, je voulais pas revenir là-dessus, mais... ils font l'union populaire. Oui. Non, mais pas que ça, parce que... Malheureusement, votre leader aujourd'hui est celui qui va représenter votre parti. C'est un vieux monsieur, qui est quand même un vieux briscard de la politique, il faut quand même le dire, qui reste un vieux mec blanc, quoi. Enfin, je suis désolée. Sanders aussi, c'est une ça réalité. pouvait prendre aussi, tu vois. Je peux poser ma question. Oui, mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà eu, cette question. Oui, non, mais moi, tu penses que ça fonctionne. Moi, je pense que ça ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'on en est là, on va faire avec ce qu'on a. Pour moi... oui, ok. C'est Daniel Obono qui va répondre, parce que c'est elle qu'on moi, typiquement, comment vous faites pour me convaincre, me dire, si Léa, en fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est un renouvellement de la politique? Mais je ne vais pas vous dire que Jean-Luc Mélenchon... De l'offre politique, pardon. C'est pas Jean-Luc Mélenchon un renouvellement de l'offre politique, mais je crois qu'en 5 ans,
les nouveaux visages de la politique, le renouvellement, il a été beaucoup quand même du côté de la France insoumise. Que ce soit Mathilde Panot, qui est notre vice-présidente du groupe à l'Assemblée nationale, elle a même pas 30 ans, cette meuf, extraordinaire. Tout le monde connaît beaucoup plus Adrien Quatennens, mais je pouvais vous parler de Clémence Guettet, je pouvais parler de Leïla Chaibi. Je pense que voilà, dans les 17, y compris, c'est pas juste une question d'âge, c'est aussi des visages comme ceux de Caroline Fiat, la première aide-soignante députée à l'Assemblée. Ils l'appelaient Bac-2. Et aujourd'hui, il n'y en a pas un qui peut lui répondre les yeux dans les yeux en la méprisant. C'est voilà, des gens comme Caroline Fiat, c'est des gens comme Daniel Obono. Les gens qui sont en recherche d'une nouvelle offre politique doivent regarder au sein du groupe. C'est un collectif, c'est une équipe. Et ne pas regarder que la figure de Mélenchon. Oui, vous savez bien que pour la présidentielle, c'est ça qui va parler en même temps. Mais bien sûr, nous, on est pour changer justement et sortir de la monarchie présidentielle, etc. Donc on passe, alors c'est une contradiction, oui. Jean-Luc Mélenchon sera le dernier président de la Ve République. Et je pense que la contradiction, c'est qu'il veut aller plus loin, mais il incarne aussi beaucoup de ce qui fait voilà, le personnage. Ok, d'accord. Mais ce que nous, on construit, c'est d'abord un mouvement beaucoup plus large. C'est de nouveaux visages. Quand même, franchement, moi, je vais faire ma vieille, là, pour le coup. Je sais pas si je renouvelle beaucoup, mais je milite depuis très, très longtemps. Et à cette échelle de masse-là, je crois que j'avais jamais participé à un mouvement où, justement, il y a ces nouveaux visages et il y a cette diversité-là. Elle n'est pas... Voilà. Mais je pense qu'on a fait notre part et que surtout, l'enjeu, c'est de dire, en fait, il faut venir, quoi. Enfin, il faut y aller. Je veux dire, là, comme je disais, il y a du boulot, quoi. Il y a de quoi faire. Et on veut aussi créer une campagne où les gens, ils s'investissent. Et les femmes, notamment, parce que ça reste un gros boulot. Et de faire en sorte que, voilà, quoi, on y va. On a un monde, enfin, pas un pays et un monde à changer et à gagner. Donc, c'est aussi un appel. Et, voilà. Daniel Obono, est-ce qu'il existe un privilège blanc, selon vous ? Oui, je pense qu'il existe un certain nombre de privilèges parce qu'il existe une société d'oppression et de domination. Et que ça hiérarchise les personnes et ça discrimine. S'il y a des discriminations, c'est qu'il y a des privilèges. Donc la question, c'est comment, d'abord, on analyse ça. Et il y a besoin d'avoir... et c'est pour ça que c'est vraiment une... Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de réactions quand une ministre de l'enseignement supérieur lance une chasse aux intersectionnels et à l'islamo-gauchisme. Enfin, c'est le principe même de la recherche et de la science, en fait. Mais Jean-Luc Mélenchon lui-même a déclaré en juin 2020 que, selon lui, le privilège blanc n'existe pas. Est-ce qu'il existe deux lignes au sein de la France insoumise ? Non, parce que Jean-Luc Mélenchon a aussi appris depuis, réfléchi, s'est rendu compte de ce qui se passait. Et je pense que c'est un de ceux qui, aujourd'hui, essaie d'expliquer, par exemple, ce que c'est l'intersectionnalité de la manière la plus simple possible. Donc oui, heureusement que Jean-Luc Mélenchon a aussi évolué là-dessus et s'est rendu compte de quoi on parlait, que justement, derrière les mots qu'on agite pour faire peur, en fait, c'est juste la réalité, quoi. Et vous êtes tous d'accord là-dessus, la France insoumise ? Il n'y a pas plusieurs lignes, il n'y a pas plusieurs visions, plusieurs lectures. Il y a plusieurs Vous avez une belle unité, je le reconnais. C'est un parti qui a une très belle unité, qui a une force militante impressionnante. J'ai l'impression qu'en interne, c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord absolument sur la lecture de l'antiracisme. Non, mais on a des sensibilités différentes. Déjà, dans le mouvement antiraciste, excusez-moi, mais il y a quand même un panel qui est assez différent. Donc oui, on a des sensibilités. Comme vous disiez tout à l'heure, moi, je suis une bolcho, trotsko, voilà, avec plein de istes, etc. J'assume tout à fait. Je viens de l'extrême gauche. Voilà. Le mouvement n'est pas un mouvement d'extrême gauche. Même certains de mes camarades me traitent de droitière parce que maintenant, je pense qu'il faut gouverner, etc. Mais moi, je me considère toujours comme une révolutionnaire marxiste et compagnie. Il y a des gens qui viennent de l'écologie, il y a des gens qui viennent du communisme, etc. Et donc ça fait aussi des débats, mais c'est normal quand même. En fait, on a oublié que c'est aussi l'histoire de la gauche, du mouvement progressiste, que d'avoir ces sensibilités-là et qu'elles dialoguent, en fait. Qu'elles dialoguent et qu'on avance ensemble. Et moi, je trouve qu'on a beaucoup avancé, effectivement, dans la France insoumise. Et ça nous a plutôt renforcé de se confronter aussi avec nos rapports, avec telle notion, l'intersectionnalité, la laïcité, tout ça. Et on est sorti plutôt renforcé. Gaspard a une question, ce sera la dernière. Vous êtes un des partis politiques qui porte le plus, justement, ces mesures sociales. Quand vous voyez la majorité présidentielle, ou en tout cas quand vous voyez le calendrier parlementaire en ce moment, faire voter des mesures plutôt sociales, on pense à l'IVG pour lequel vous avez l'allongement de l'IVG pour lequel vous avez milité récemment,
chèque énergie. Voilà, exactement. Tout un panel de mesures sociales. Est-ce que vous avez l'impression de vous faire voler un petit peu ces sujets sociaux dans une Macronie peut-être un peu en campagne aujourd'hui? Pas du tout. D'abord, on n'a pas encore voté le texte. Il est annoncé sur la question de l'allongement de l'IVG. Il est annoncé, et tant mieux. Enfin, nous, depuis le début, dès le début, on a dit il y a des sujets sur lesquels on assume qu'on est en opposition frontale, mais il y a des sujets sur lesquels on pense qu'on peut avancer. C'est le cas, j'en parlais tout à l'heure, sur l'interdiction des thérapies de conversion, qui sont des violences absolument inadmissibles et insupportables sur les personnes LGBT+. Et mon collègue Bastien Lachaud fait partie du groupe d'études, moi-même également, qui avons travaillé avec des députés LREM pour arriver à ça. Au bout de 3 ans, on a arrivé à avoir ce geste-là. Mais c'est vrai sur tout un ensemble de sujets sur lesquels nous, il y a tout ce qui peut faire avancer les droits, tout ce qui peut renforcer l'unité de la population, tout ça... on prend, et on l'a toujours dit dans le débat politique. Alors, leur opportunisme, je pense que peu de gens sont dupes. Ça a été vrai sur la fin de vie aussi. Voilà, exactement. Et même souvent, on a eu des alliances très larges, sauf avec l'extrême droite, dans l'Assemblée, avec des gens de LR même, en disant, faut batailler là-dessus. Là, il y avait un débat, alors malheureusement, c'est aujourd'hui même, sur l'allocation adulte handicapé, c'était porté par LR. Alors, on n'a rien à voir avec ce courant sur plein de sujets, mais ils l'ont mis dans leur niche, et nous, on a voté, on a bataillé. Alors là, ils n'ont pas voulu, parce que ça coûte trop cher, etc., un pognon de dingue, donc La République En Marche a refusé. Mais voilà, on l'a toujours dit, sur tout un ensemble du sujet, on est prêt à bosser si on arrive à obtenir des victoires, pas pour nous, pour les gens, quoi. Et donc oui, tant mieux s'ils sont prêts. Je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts à lâcher sur tout, mais tant mieux, quoi. Merci Daniel Obono d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette interview. Vous ne bougez pas, on revient dans quelques secondes pour la conclusion de cette émission. Merci Daniel Obono. Au revoir. Merci. Au revoir.